Bonjour, bienvenue dans la partie 2 de la réinstallation de mon PC. La dernière fois, je vous ai quitté sur une révélation choc. Je passe à Zorin OS alors que j'utilisais Arch depuis 5 ans. Je vous dois donc des explications là-dessus. Comme je vous l'ai dit, Arch c'est très bien si on veut apprendre Linux, si on veut apprendre à customiser des choses, des scripts, etc. Mais c'est à mettre à jour toutes les 2 secondes et il y a beaucoup de maintenance à faire. C'est pas un truc qui me déplaît de faire de la maintenance Linux, mais pour mon ordi, j'ai besoin d'un truc que je peux utiliser sans trop me prendre la tête. Donc si on s'interroge un peu sur ce qu'est Zorin OS, en fait Zorin OS c'est Ubuntu sans toutes les conneries d'Ubuntu. Donc la connerie principale d'Ubuntu à mon sens étant les snaps par défaut. Tu packages le bureau dans un format qui est bof, qui est lent, qui est propriétaire, etc. Bon, c'est curieux. Zorin n'a pas ça, et du coup Ubuntu sans les merdes d'Ubuntu c'est Debian. Et Debian c'est utilisé partout, et c'est aussi mon OS au boulot. Pourquoi Debian c'est utilisé partout? Parce que Debian c'est une base stable, solide, c'est un rocher, le machin il bouge pas. Il est stable quoi finalement. C'est une très bonne base pour construire des trucs. Le gros souci de Debian, c'est que les logiciels sont pas très souvent mis à jour. Encore que c'est en train de changer avec Debian 12, puisque dans Debian 12, les logiciels sont quand même beaucoup plus à jour. Mais bon, c'est un problème il y a 5 ans, mais le monde Linux a beaucoup changé en 5 ans. On a vu notamment émerger les Flatpak. Flatpak, c'est un format de packaging d'application qui fonctionne sur toutes les distros et qui inclut l'application identiquement sur toutes les distros. Donc tu peux avoir la dernière version de n'importe quelle appli sur n'importe quelle distro, du moment que tu as Flatpak installé sur cette distro. Flatpak est installé de base sur Zorin, et sinon il est installable dans les dépôts apt sur Debian, donc ce n'est pas du tout un souci là-dessus. Je peux donc avoir les logiciels en dernière version sur une base stable Debian. C'est déjà un bon point pour moi pour passer à Zorin. Bon, ensuite, venant d'Arch, moi j'utilisais un bureau fait de toutes pièces que je vous ai présenté la dernière fois. Zorin utilise GNOME. GNOME c'est un gros truc, c'est un des bureaux leaders de Linux. C'est assez controversable, hein, GNOME, puisque c'est un peu un gros truc qui veut tout faire, il inclut tout, quoi, globalement. Et il y a plein d'applis qui ont des dépendances fortes avec GNOME de nos jours. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, GNOME ça marchait bien quand j'utilisais en 2016, donc je vais réessayer. Et vous verrez dans la suite de la vidéo que j'en suis très content. L'ergonomie de GNOME par défaut est par contre pas tant ouf, à mon sens, enfin elle est très utilisable, il n'y a pas de souci, mais moi mon ergonomie préférée c'est quand même une barre des tâches à la Windows. Peut-être parce que je viens du monde Windows à la base, je ne sais pas. Mais ouais, l'ergonomie que je préfère, moi, c'est celle de Windows 10. Je ne tiens par contre pas du tout à utiliser un OS Microsoft, donc c'est vrai que Zorin fait assez bien le truc avec ses layouts. Bon, en plus de ça, je suis sur ordi portable, et même si le trackpad de mon ordi est pas génial, les gestes au trackpad, c'est quand même un truc sympa. J'en voulais depuis un petit bout de temps, GNOME le fait très très bien, donc c'est aussi un des choix qui m'a motivé à utiliser GNOME, donc Zorin. Donc qui plus est, GNOME il a une excellente implémentation de KDE Connect qui permet de synchroniser son téléphone et son ordi par GS Connect qui est packagé directement dans Zorin, donc pareil, un truc en moins installé, c'est cool. Le gros point noir de GNOME, pour moi, c'est Nautilus et la gestion des raccourcis clavier. Mais en fait, vous allez voir dans la suite que tout va bien. Mais avant de passer à cette suite, on va d'abord installer l'OS sur l'ordi portable, et pour ça, j'ai commandé un nouveau SSD. Pour procéder à l'install de Zorin, je me suis commandé un nouveau SSD de 2 Tera, puisque actuellement, je vous avais dit, j'ai 2 disques dans mon ordi, et ça donne ça. J'ai un SSD M2 de 480 Go sur lequel j'ai mon système Arch et mon /home, qui contient aussi la partition de boot, donc l'ordi boot sur ce disque, démarre Arch, et puis Arch me monte mon /home, et monte un deuxième SSD, qui est le /media/data, où j'ai mes machines virtuelles, mes backups, et les 3 jeux auxquels je joue une fois dans l'année. Donc mon slash étant de xt4, mon /home étant de xt4, mon /media/data étant de xt4. Ce sont des systèmes de fichiers très linuxiens. Le plan, je vous avais parlé de faire du LVM, etc. Le plan c'est ça. De garder mon disque Arch pour la transition et puis peut-être pour continuer d'utiliser Arch. Hein, c'est pas impossible que je continue d'utiliser Arch de temps en temps puisque ça a des avantages. Donc je garde mon /home de Arch, je garde mon slash de Arch, ma partition de boot éventuellement puisque je vais pas l'enlever. Et sur mon deuxième SSD, je crée une partition de boot de 1 Go cette fois-ci, comme ça j'aurai de la place pour mettre d'autres... Enfin savoir, des fois il y a besoin de mettre des trucs sur /boot, bon bah j'aurai de la place au cas où. Donc l'ordi démarrera sur cette partition du nouveau SSD. Ensuite je me garde une partition de 1 Tera pour faire du LVM dessus, je vous explique juste après ce que c'est. Et sur ce LVM, je fais un slash et un /home, qui seront des volumes virtuels. Et qui seront donc le slash de Zorin et le /home de Zorin. Puisque je ne compte pas réutiliser mon /home de Arch, puisqu'il y a de l'héritage de plein de trucs, je préfère repartir sur une base assez propre. Ensuite, je me recrée une partition de 500 Go pour /media/data, où je pourrais mettre des backups, etc.
Bon, ce sera plutôt temporaire les backups ici, puisque dans l'idée, les backups, je vais les faire sur un deuxième disque, parce que ça sert à rien de faire des backups sur le même disque, si le disque crame, le backup est perdu. Sachant que je vous ai dit aussi que j'ai un autre disque externe, un disque dur mécanique, où je copie les backups. Et puis garder 500 Go d'espace libre, on sait pas, ça peut toujours servir, peut-être qu'un jour, sur un coup de folie, j'installerai un Windows, même si ça m'étonnerait fort, mais bon, ça peut toujours servir d'avoir un peu d'espace libre. Ça c'est le plan du coup. Juste histoire de vous expliquer LVM, ça marche comme ça. C'est donc réparti en plusieurs niveaux, en 3 niveaux en fait. Nos blocs device, que ce soit donc des disques durs entiers ou des partitions sur ce disque dur, on va donc pouvoir les agréger en un groupe de volume qui peut contenir un ou plusieurs disques, en fait, une ou plusieurs partitions, un ou plusieurs blocs device, qui vont être vus comme, si vous voulez, un espace de stockage continu par LVM. Donc vous avez un disque complet de 500 Go et puis une partition sur un autre disque de 200 Go, admettons que vous allez ajouter à votre groupe de volume. Vous avez donc un espace de stockage en LVM total utilisable de 700 Go si vous voulez pour l'exemple. Sur ce groupe de volume, on va venir créer des volumes logiques. Donc si vous voulez, c'est redécouper ce volume en partitions quoi quelque part, et sur ces partitions-là, sur ces volumes logiques, on va venir créer des systèmes de fichiers, donc de l'ext4, du btrfs, du ce que vous voulez, où vous allez pouvoir ensuite mettre des fichiers et donc mettre une arborescence, faire des montages, etc. Donc le slash home, etc. Donc voilà, LVM, 3 couches, volume physique, groupe de volume logique. Ça c'est l'idée. Sauf que vous allez voir, je vais installer Zorin et en fait je vais pas pouvoir concrétiser cette idée parce que l'installateur ne me permet pas de faire du LVM sur autre chose qu'un disque entier. Et moi je voulais faire du LVM sur juste une partition, mais non, il m'a pas laissé le faire. J'avais partitionné au préalable mon deuxième SSD sur Arch et tout, j'avais créé mes partitions. Mais mon projet n'a servi à rien, j'ai dû faire du EXT4 finalement lors de l'installation. Et maintenant, messieurs dames, le grand remplacement. Eh ben voyons. L'installation, parlons-en, du coup c'est pas très compliqué, j'ai une clé Ventoy moi pour faire mes installs, donc c'est une clé sur laquelle j'ai installé un bootloader qui s'appelle Ventoy qui me permet plutôt que de devoir dupliquer l'ISO sur la clé, de simplement copier l'ISO dans un dossier de la clé et de pouvoir démarrer dessus. Mais bon, vous pouvez faire ça sans, vous pouvez simplement copier l'ISO avec Rufus ou autre, ou DD si vous êtes sur Linux, sur la clé, et démarrer votre ordi avec cette clé. Donc je démarre sur cette clé, et puis je me retrouve confronté assez rapidement, simplement, à une interface graphique pour installer Zorin. Et à partir de là, je fais suivant, terminé, bam, il me dit de redémarrer, et c'est prêt. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça quand même, il a fallu que je gère moi-même le partitionnement, dire que je voulais du coup une partition slash qui fait 400 Go, une partition slash home qui en fait 600, et puis laisser le reste du disque non partitionné pour plus tard, dire où est-ce que je voulais créer ma partition EFI, etc. Mais finalement, c'est pas bien compliqué quand on sait ce qu'on veut faire. J'ai été confronté à peut-être un bug, je suppose, dans l'installateur, c'est qu'une fois qu'il a commencé à installer, il n'y avait pas de barre de progrès, il y avait juste une fenêtre avec le logo de Zorin. Donc bon, j'ai utilisé mes compétences Linux pour voir s'il faisait vraiment quelque chose depuis un terminal, et puis je l'ai laissé faire, et au bout d'une demi-heure, puisque j'ai une connexion un peu pourrie, l'installation était terminée, et il m'a dit de redémarrer. J'ai redémarré, et Zorin était prêt. Je suis donc passé à l'installation de mes applis à l'aide de Flatpak, comme je vous avais dit, et puis 2-3 fichiers deb, principalement pour MultiMC, mon launcher Minecraft, et puis pour le launcher de jeu Heroic. C'est un truc qui me sert une fois l'an pour jouer à Rocket League avec les copains pendant 20 minutes. Donc bon, pas forcément très utile, mais je l'ai réinstallé. Alors ensuite, je m'en étais pas rendu compte, mais je pensais que Zorin utilisait intégralement Pipewire pour l'audio, mais en fait pas du tout.
Il a un Pipewire qui tourne, mais l'audio c'est principalement du Pulse sur Zorin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Pipewire Pulse pour avoir donc mes clients Pulse qui se connectent à Pipewire. Et j'ai installé Wire Plumber aussi, donc le gestionnaire de session Pipewire. Ensuite j'ai désactivé Pulse dans les services. Alors les services utilisateurs, attention, systemd permet de gérer les services système, mais aussi les services utilisateurs. Ce que je faisais précédemment sous Arch dans mon fichier xinit.rc. Bon bah là du coup c'est systemd qui le gère. Un truc de plus, j'ai envie de vous dire. Et donc après avoir désactivé Pulse, eh bien j'ai activé Pipewire Pulse, j'ai activé Wire Plumber, et j'ai redémarré ma session, et c'est bon, j'étais 100% en Pipewire. Et ma foi, voilà mon bureau Zorin. Ça fait quelques temps que je l'utilise maintenant, une semaine à peu près, un petit peu moins. Je vais vous le présenter, j'ai fait quelques modifications, et puis voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Bon, bah la première impression, hein, c'est propre. J'ai rien eu à faire quasiment, ça ressemble à ça. C'est joli, les applications sont jolies, elles sont réactives, un petit peu moins que sur Arch, mais elles sont réactives. J'ai des jolies animations, tout est super propre. J'ai cette magnifique vue de mes applications disponibles sous forme d'icônes. C'est vraiment sympa. Alors j'ai pas remis tous mes raccourcis, mais par exemple si je veux lancer une application, mettons que je veuille lancer GIMP, je tape GIMP ici, je fais entrer, c'est bon, ça tourne, c'est vachement rapide. Pour le coup, j'ai pas besoin de rajouter des raccourcis clavier du coup pour ça. Ça marche bien, tout est intégré. J'ai cette appli de réglage qui me permet de tout configurer sans passer par des fichiers de conf, donc c'est plutôt bien. Alors j'aime bien les fichiers de conf, mais c'est pas fondamental, quoi, je peux m'en passer, ça marche très bien. J'ai ce menu sympa qui me permet d'avoir des contrôles rapides, activer, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, changer le profil d'énergie parce que je suis en ordi portable, voir mon pourcentage de batterie, changer les niveaux de volume, de luminosité, etc. Oh, ça c'est vachement bien aussi. Attendez, je vais ouvrir une appli pour vous montrer. Regardez, j'ai un switch Dark Mode. C'est tout con, mais c'est vachement agréable, quoi. Le soir, j'ai juste à cliquer sur ce truc et paf, je me retrouve en mode sombre. C'est vachement bien. J'ai Zorin Connect aussi, donc c'est KDE Connect. Hein. Globalement, c'est une appli que vous installez sur votre téléphone Android et je crois iOS maintenant. Et vous pouvez envoyer des fichiers du PC vers le téléphone et inversement. Vous pouvez accéder au SMS de votre téléphone depuis le PC. Vous pouvez prendre le contrôle du PC un petit peu depuis le téléphone, se servir du téléphone comme un trackpad et tout, c'est vachement cool. Cela dit, pour pouvoir accéder aux fichiers du téléphone depuis le PC, j'ai dû faire une modification qui n'était pas forcément triviale. Je vous explique. Lorsque je cliquais sur la fonction pour monter le téléphone, ça ne marchait pas, les logs m'indiquaient pas grand chose à ce sujet. J'ai trouvé des issues sur GitHub, sur le GitHub de GS Connect, qui est donc l'extension GNOME sur laquelle se base Zorin Connect, qui m'ont permis de déduire qu'en fait le souci était un souci de configuration SSH. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis les nouvelles versions du client SSH, qui est donc un des protocoles sous-jacents au transfert de fichiers avec GS Connect et avec Zorin Connect, l'algorithme d'échange de clés utilisé par GS Connect n'est plus activé de base dans le client SSH. Donc pour le réactiver, dans .ssh/config, vous pouvez rajouter ça. Donc activer l'algorithme SSH-RSA en plus, quoi, pour tous les hosts. Alors j'avais essayé de faire un truc un peu mieux, moi, d'identifier par exemple sur le port, mais le port il change, en général c'est 1741, mais j'ai vu 1743 des fois. Normalement l'utilisateur c'est tout le temps KDE Connect, mais pareil ça n'avait pas marché comme condition, donc bon, j'ai laissé ça, au pire cet algorithme-là sera activé en plus. De toute façon je me connecte pas beaucoup en SSH depuis cet ordi-là. Un autre truc, je suis sur ordi portable, donc si je prends n'importe quelle appli, depuis les applis GNOME, là je peux faire clic droit et lancer avec ma carte graphique dédiée. Le souci c'est que moi il y a des applis, typiquement multi-MC, si je le trouve, ça me fait chier moi de faire clic droit lancer avec la carte graphique dédiée à chaque fois. Donc là vous voyez, sur le raccourci, c'est pas ça qu'il y a, c'est lancer avec la carte graphique intégrée. Donc par défaut ça se lance avec ma carte Nvidia. Comment j'ai fait ça? Il faut aller éditer le lanceur de l'application en question. Alors les lanceurs, par convention sur Linux, ils se trouvent dans USR Share Applications. Si j'édite multi-mc.desktop, il faudra que vous rajoutiez cette ligne-là. Prefers non-default GPU égale true, qui est donc la ligne sur laquelle se base GNOME pour choisir s'il exécute le programme avec le GPU dédié par défaut ou avec le GPU intégré. Voilà. On parle de GNOME, j'ai installé quelques extensions, donc là ça se voit pas, parce que moi je veux pas trop changer l'apparence, elle est très jolie comme ça, mais elle est propre, elle me convient, fluide et tout. Quelques extensions quand même que j'ai installées, il y a je vais ouvrir le manager d'extensions, c'est une appli qui suffit d'installer ça, et puis vous pouvez installer des extensions depuis extensions.gnome.org.
J'ai installé une appli du coup pour changer la position des bannières de notification. Bah attendez, je peux vous montrer ça si je me fais une petite notif. Ah bah non du coup. Bon, ça marche pas, il reste là où je l'ai configuré parce que moi je veux qu'elle soit en haut à droite, mais par défaut elle est au centre, je trouve pas ça génial, donc je l'ai repositionné en haut à droite. J'ai aussi installé une appli pour enlever le délai au début du Alt Tab. Bah, si je désactive l'extension, vous voyez, il y a du délai, c'est chiant. Sans l'extension, enfin avec l'extension, du coup, parfait, j'ai pas de délai, c'est instantané. Et puis, il y a un truc sur GNOME par défaut qui est que quand tu lances une appli et qu'il y en a une qui se remet en avant-plan entre temps, il va te mettre une notif, l'application est prête. J'ai toujours trouvé ça débile, donc j'ai installé cette extension-là pour désactiver ça. Voilà, ça, c'est mes extensions GNOME. Voilà, donc sinon Zorin ça marche bien. J'ai donc des packages avec apt, donc des pkg, des packages Flatpak. Si je liste les packages Flatpak, j'en ai voilà installé quelques-uns. Mes applis de création, Thunderbird, Firefox, un truc pour contrôler l'audio pipeware avec un graph, Tenacity c'est Audacity sans la télémétrie, Inkscape, Discord en appli. Jusqu'à présent j'utilisais en navigateur puisque l'appli sur Arch elle marche pas très bien, mais là il faut reconnaître que j'ai eu aucun souci, donc je vais utiliser ça pour le moment. Bon, vous voyez Blockbench, etc. pour Blockbench pour les modèles Minecraft, etc. Bon voilà, j'en installerai sans doute d'autres, mais ça c'est les applis de base dont j'ai besoin, qui sont donc listés ici. Je me suis rajouté quand même quelques raccourcis clavier, quelques lanceurs, parce que bon j'ai quand même l'habitude, hein, Windows X ça lance toujours les fichiers, Windows W ça lance toujours le navigateur web, c'est des habitudes que j'ai prises, même si au final c'est pas long d'aller cliquer ou d'aller le lancer en tapant son nom. Et puis des raccourcis custom, toujours mon menu des mots de passe, toujours mon menu pour éteindre l'ordi, etc. Toujours mon menu pour télécharger des vidéos, et puis ma musique toujours. Voilà. C'est Wing du montage, bonjour. Alors attendez, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de présenter une conf que j'ai faite dans les paramètres gsettings de GNOME. Donc gsettings, pour rappel, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, c'est ce qui permet de configurer pas mal d'applis qui sont basées sur GNOME. Sur Arch, je m'en servais pour configurer Marco, mon gestionnaire de fenêtres. Ici, j'ai fait une conf sur Mutter aussi, le gestionnaire de fenêtres de GNOME. J'ai référencé ça ici. J'ai rajouté cette clé-là, enfin j'ai désactivé cette clé-là parce que par défaut, GNOME fait un drôle de truc. Quand il estime qu'une application est suffisamment grande, il la maximise. Et moi je veux pas ça parce que ma fenêtre Minecraft, elle se lance dans une résolution qui est assez grande, mais je veux pas qu'elle soit maximisée parce que sinon je perds le ratio 16/9 utile pour les vidéos. Donc j'ai désactivé ça. Et bah finalement, voilà, ça fait une semaine. En une semaine, j'ai pu quasiment tout migrer de Arch. Il me manque à migrer la plupart des fichiers, mais je l'ai fait petit à petit. Et j'ai pas de manque de fonctionnalité. Tout est très bien, j'ai rien à redire sur Zorin. Donc écoutez, jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que j'utilise. Et je vous tiendrai au courant s'il y a des évolutions sur le long terme, mais pour l'instant, ça me convient très bien. Alors si vous voulez télécharger Zorin OS, c'est zorin.com/os, et puis voilà, vous pouvez avoir le téléchargement ici. Le site est très pro, hein, comme l'OS, pour autant ça reste de l'open source, c'est vachement bien fait. Non, franchement, c'est un projet cool.